Ce soir, ce que je vous propose, c'est très rapidement de vous dresser un petit panorama de ce que sont ces deux filières un peu méconnues, la prépa droit économie et la prépa économie gestion, avec des dénominations qui varient, personne n'est d'accord, l'ENS a un nom, le ministère en a un autre, voilà, donc c'est pour ça que on a choisi un petit mix, droit économie avec entre parenthèses D1 ou D2 pour économie gestion, pour que tout le monde s'y retrouve. Sur Parcoursup, c'est préparation ENS Rennes ou préparation ENS Saclay. Oui, c'est encore une troisième dénomination. Voilà, donc moi je suis Éric Barbier, le directeur des classes prépa de l'ENC Blomet. L'ENC Blomet, pour ceux qui ne situent pas les choses, c'est à quelques stations de métro d'ici, sur la ligne 6, métro Sèvres-le-Courbe, avec donc, on a à peu près 300 étudiants en classe préparatoire, des littéraires, des prépas droit économie et des prépas économie gestion. Alors, la spécificité de cette filière, c'est son caractère hybride. Je n'aime pas trop ce nom-là, mais enfin, c'est la meilleure façon de se les représenter, puisqu'une partie des enseignements a lieu en classe préparatoire et une partie a lieu dans le cadre de l'université. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes en convention avec l'université Panthéon-Assas. Donc, les étudiants ont cours pour la majorité des enseignements tout de même dans nos locaux et pour une partie des enseignements dans les locaux d'Assas, qui sont, vous le savez, un peu disséminés partout dans Paris. Pour les premières années, c'est le site Vaugirard. Pour les deuxièmes années et les troisièmes années, c'est le site Assas, rue d'Assas. Voilà, donc c'est une structure vraiment particulière. C'est une classe préparatoire à part entière. Je vais vous le montrer parce qu'elle prépare des concours comme les autres classes préparatoires, mais la différence, c'est vraiment la structure de l'enseignement. Donc vous le voyez tout de suite, un profil d'élève relativement particulier par rapport à cette structure, puisqu'il va falloir être capable de s'adapter à ces deux cadres, qui sont quand même deux cadres très différents. L'exigence concours et le rythme concours du côté de la classe préparatoire, et puis le rythme universitaire avec ses modalités propres de l'autre côté. Ça va être très difficile en début de cursus, c'est-à-dire vraiment être un universitaire avec les universitaires, être un étudiant de prépa avec les étudiants de prépa. S'adapter à des rythmes qui ne sont pas les mêmes, à des modalités d'évaluation qui ne sont pas les mêmes. Le tout premier enjeu, c'est vraiment cette capacité de s'adapter à ces deux cadres. C'est difficile, mais évidemment, au terme des 2 années, ça devient une capacité d'adaptation à des rythmes très différents, à vraiment une attention très particulière aux attendus, notamment dans le cadre des exercices. Tiens, là, je suis où? Qu'est-ce qu'il attend? C'est pourtant toujours la même matière, c'est toujours du droit ou c'est toujours de l'économie, mais attention, là, je suis en prépa, donc il faut que je raisonne comme ça. Ou là, attention, je suis dans le cadre d'un partiel à Assas, donc il faut que je raisonne comme ça. Voilà, donc là, l'enjeu premier, il est vraiment là. Et évidemment, la richesse à la sortie, elle sortira de cette capacité, notamment d'écoute, vraiment d'une exigence, et puis capacité aussi d'adaptation à des rythmes qui sont différents. En prépa, c'est régulier, c'est le DST tous les samedis, c'est 2 concours blancs dans l'année. Côté universitaire, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose pendant plusieurs semaines, puis d'un seul coup arrivent les galops d'essai, puis d'un seul coup arrivent les partiels, et là, il faut se mobiliser. Voilà, alors, il y a le rythme aussi régulier des DST tout de même, mais selon le rythme régulier des TD, mais selon les chargés de TD, les exigences, vous voyez, même quand on est à SAS, les exigences peuvent être fort différentes. Il y a des chargés de TD qui relèvent systématiquement tous les travaux, et puis vous en avez d'autres qui relèveront une fois dans le semestre. Voilà, premier point, donc sur la structure, le cadre de ces classes préparatoires. Alors, je détaille peut-être de façon un petit peu plus précise. Un mot sur les D1. Alors, plutôt que de projeter un PowerPoint, je vous montre
je prends comme référence notre site internet, de façon à ce que vous puissiez facilement retrouver ensuite les informations. Un mot donc sur l'organisation des cours. Voilà, vous aurez le tableau précis. Voilà pour la première année. Donc vous voyez un cadre qui oscille entre la prépa et l'université. Le droit civil est enseigné dans les deux cadres. 3 heures dans le cadre de la prépa. Dans le cadre de l'université, on a 3 heures CM, ce sont les cours magistraux, et 1h30 de TD, comme n'importe quel étudiant d'Assas. D'accord ? Deuxième cours qu'on va avoir à Assas, c'est le droit constitutionnel. Donc les étudiants vont suivre à Assas uniquement ce qu'on appelle les fondamentaux du droit, le civil et le constitutionnel. Ils sont donc exemptés de tout le reste. Mais à la fin, au miracle, ils auront la même licence que tous les autres. D'accord ? Donc, ils vont jouer leur L1 puis leur L2 uniquement sur la base de ces deux cours-là. Notre convention les dispense de tout le reste. Côté prépa, vous voyez donc le droit civil, une option au choix, droit commercial ou mathématiques. En deuxième année, on leur donne le choix d'une troisième option qui est le droit public. L'histoire du droit uniquement sur un semestre et uniquement sur un cours magistral. La macroéconomie, de la culture G, de langue vivante. Voilà pour le cadre prépa qui correspond, comme dans n'importe quelle prépa, aux matières qu'on va passer au concours de l'école normale supérieure. Voilà. Donc, dans la colonne prépa, vous avez le cadre traditionnel de n'importe quelle prépa avec les matières qui correspondent à ce qu'on va faire ensuite au concours. On ajoute, ça c'est la touche, on va dire Blomet, on ajoute un parcours en théologie, plus particulièrement sur la question de la doctrine sociale de l'Église, puisque ce sont finalement les questions que se posent les étudiants en cours, ce sont des questions évidemment d'économie, ce sont des questions de société. Et donc, que dit l'Église ? Voilà, quand on est dans un établissement catholique, on va se poser ces questions. Que dit l'Église quand elle parle, elle aborde ces sujets qu'on traite par ailleurs en cours ? La question du travail, la question du libéralisme, la question, voilà, d'un discours qui n'est pas très médiatisé, mais qui est largement développé sur, finalement, voilà, les sujets qui sont traités par ailleurs dans les autres cours. On ajoute également on appelle ça des séminaires, sur les temps de relâche d'Assas. On fait venir un professeur extérieur sur un sujet particulier pendant 15 jours, 3-4 heures par jour. Ça peut être essentiellement un sujet de géopolitique, un sujet de philosophie politique. On aime beaucoup les ramener aussi aux fondamentaux philosophiques des questions qu'ils traitent par ailleurs, notamment en droit constitutionnel. Le droit constitutionnel impose qu'on fasse à la fois de l'histoire et à la fois de la philosophie politique, mais aussi, évidemment, en économie et en culture générale, sur toutes les questions de société qui sont brassées en cours. Voilà pour la structure. Tout cela amène à quoi ? Un mot sur les poursuites d'études. Vous avez là l'ensemble des possibilités. Notre raison d'être, c'est l'école normale supérieure. Le département droit, économie, management, il est à l'école normale supérieure de Rennes. Vous savez, vous avez 4 écoles normales supérieures en France, Ulm et Lyon, Paris-Saclay et Rennes. Donc l'objectif, il est prioritairement d'intégrer ce département. Que fait un normalien ? Ça, c'est toujours difficile à décrire parce qu'il fait tout ce qu'il veut en réalité. Le normalien, c'est quelqu'un qui va, sur son parcours, vraiment pouvoir construire toutes les possibilités. Voilà. Dans une école normale supérieure, on a évidemment un tronc commun, mais ensuite on peut grappiller des cours un petit peu partout. Et ça, c'est la richesse d'une ENS, c'est vraiment de pouvoir construire son propre parcours. Alors, l'ENS a pour vocation première de former des chercheurs, ça c'est sa raison d'être également. Dans la réalité, ce n'est pas la majorité évidemment qui vont devenir enseignants-chercheurs. L'ENS va également préparer
les concours de la haute fonction publique, l'ENA bien sûr, la magistrature bien sûr aussi. Et puis un certain nombre d'étudiants vont malgré tout quitter l'ENS pour rejoindre le secteur privé, notamment les cabinets d'avocats. Voilà pour l'ENS. Alors l'avantage également d'être à l'ENS, alors c'est évidemment le salaire. Vous savez qu'un étudiant normalien, il est rémunéré par l'État pour faire ses études, ce qui est quand même pas négligeable parce qu'on commence à cotiser pour sa retraite dès l'âge de 20 ans. Mais c'est aussi d'avoir accès de façon prioritaire à tous les stages dans la haute fonction publique. C'est-à-dire que dès 21 ans, ils peuvent être tout de suite projetés au cœur d'un cabinet ministériel, au cœur d'une ambassade. Et ça, c'est des expériences vraiment très très riches. Voilà. Et ça, c'est inégalable, on trouvera ça nulle part ailleurs. Qu'on se destine vraiment ensuite à la haute fonction publique ou qu'on veuille retourner vers le privé, voilà, c'est des expériences inégalables. Deuxième grand débouché, les écoles de commerce, mais je ne vais parler que d'une. En tous les cas, nous, l'an dernier, 23 sur la classe ont intégré l'EDEC. Pourquoi l'EDEC? Parce qu'ils briguent à l'EDEC un parcours qu'on ne trouve pas ailleurs, qui s'appelle Business Law Management, qui va leur permettre de poursuivre leur cursus pendant 4 ans à l'EDEC et en parallèle de poursuivre un master de droit des affaires. De manière très curieuse, tous ces étudiants-là vont être avocats en droit des affaires. Voilà, ça c'est vraiment la ligne droite pour être avocat en droit des affaires. EDEC plus le Business Law Management. Ensuite, troisième grand type de débouché, les magistères de droit. Alors, 23 l'an dernier sont à l'EDEC, magnifique en termes d'affichage, hein. Je l'affiche partout, bon, très bien. Mais ce n'est pas notre vocation première. Hein. Notre vocation première, elle est vraiment là, du côté des magistères. On veut former des juristes de très haut niveau, et c'est là qu'on va les trouver. Hein. Alors, ils sont très bien à l'EDEC et très bien au BLM, mais voilà, cette année, il y en a un qui a intégré le magistère, le DJCE, je ne sais pas où il est dans la liste, DJCE d'Assas. C'est le must du must dans le monde du droit des affaires, hein, largement. Voilà. Le MDAE de Paris 1. Un magistère, c'est 20 étudiants sélectionnés en fin de L3 pour un cursus de 3 ans, en fin de L2, pardon, pour un cursus de 3 ans. Voilà, donc on est vraiment sur les meilleurs venant des prépa D1 et les meilleurs venant des parcours de L2 à Assas. Voilà. Évidemment, au terme des 2 années, nos étudiants auront passé les partiels, comme n'importe quel étudiant d'Assas, uniquement dans 2 matières, mais ils les auront passés, ils auront suivi les TD, ils auront eu des notes de contrôle continu. On fait la moyenne de tout ça, ils ont validé leur L2. Vous voyez que dans le pire des cas, ils n'ont rien de tout ça. Eh bien, ils continuent en L3 à Assas. Voilà. Donc la punition chez nous, c'est de continuer en L3 à Assas. Il y a pire. Hein. Et de continuer en L3, en général avec un très bon niveau qui va leur permettre ensuite d'avoir des très bons masters. Hein. Pour vous donner une idée, vous voyez, jeudi dernier, c'était les résultats de l'école de la magistrature. Parmi nos anciens, 4 admis à l'école de la magistrature. C'était la première fois qu'ils passaient le concours. Hein. Donc voilà, c'est des étudiants qui ensuite ont la... Si vous voulez, l'intérêt de la prépa D1, c'est que même si on va en L3 à Assas, même si on n'a pas de concours ou de filière sélective, ce qui représente un quart de nos étudiants, on sait ce que c'est qu'un concours. Or, en droit, tout se terminera à un moment donné par un concours. Donc les habitudes du concours, on les aura déjà acquises, ce qui ne sera pas le cas d'un étudiant qui aura démarré, qui aura fait son cursus intégralement à l'université. Que ce soit la magistrature, que ce soit l'INSP, que ce soit le barreau, bon, qui n'est pas un concours très très difficile, mais enfin, il faut quand même le passer, que ce soit commissaire de police, là c'est vraiment le plus difficile des concours. Voilà, on saura vraiment ce que c'est. En général,
nos anciens viennent me dire, ah, monsieur, quand on a passé le barreau, on s'est remis là notre groupe de 4. Vous savez comment on était déjà en prépa. On sait qui sait bien ficher, qui sait bien faire ci, qui sait bien faire ça, et ça marche. Voilà. Donc il faut aussi voir dans nos prépas cet effet aussi à retardement dans la capacité à affronter un concours. Je passe à la D2 pour ensuite être disponible pour vos questions. Donc la D2 en termes de structure, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est dans le monde de l'économie-gestion. C'est vraiment la filière des passionnés d'économie, la D2. On ne peut pas aller en D2 si on n'est pas passionné d'économie, parce qu'on va faire de l'économie vraiment dans toutes ses dimensions. Donc vous voyez, côté Assas, on retient, même structure, vous voyez, les deux fondamentaux, macroéconomie et maths, microéconomie et maths. La macroéconomie est juste sur un semestre. Alors, les maths se divisent en deux, c'est maths stat en fait, mais ça forme un seul bloc si vous voulez. De notre côté, on a exactement les mêmes cours, macroéconomie, microéconomie, mathématiques. On ajoute des matières spécifiques au concours, la gestion, la culture G et les langues. On rajoute aussi notre sauce Blomet, des séminaires et notre parcours sur la doctrine sociale de l'Église. Voilà pour la structure. Alors vous voyez qu'ici, le niveau de maths attendu va être très important. Le niveau de maths attendu est grosso modo celui, on emprunte à la fois des éléments de programme de l'ECG et des éléments de programme de l'ABL, si vous voulez. Voilà, on est sur ce type de programme. La microéconomie, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, l'économie dans sa version la plus mathématisée. Alors ça peut paraître complètement abstrait dans un premier temps, mais en réalité c'est ce qui est vraiment très concret. C'est-à-dire que l'étudiant de D2, si vous voulez, contrairement à l'étudiant de CG, c'est pas les maths pour les maths. C'est-à-dire que dès qu'il a fait un chapitre en maths, il va voir à quoi ça sert en microéconomie. Voilà. Et ça, c'est le côté intéressant de la D2 par rapport à l'ECG, où l'ECG, pour certains vont peut-être se forcer à pousser leur niveau de maths, mais ça leur est pas complètement naturel et ils ne voient pas trop à quoi ça sert. Et l'ECG ne va pas leur montrer à quoi ça sert, puisque c'est un niveau de sélection avant tout. Tandis que en D2, les maths ont tout de suite un côté très très concret, très incarné dans les exercices de microéconomie. Même chose du côté de la gestion, où tout de suite on est dans des bilans d'entreprise, où tout de suite on est dans des questions de RH et autres. Vous voyez, donc on a aussi ce côté, on a à la fois le côté très abstrait des maths et des modèles économiques de la macroéconomie, et en même temps on a le côté très concret de la microéconomie et de la gestion. Bon, très souvent c'est une filière qui va réconcilier les gens avec les maths, ou ceux qui réussissent sans passion, on va dire, du côté des mathématiques. Voilà pour la structure. Vous voyez que si on fait le total, je vous disais c'est la filière des passionnés d'économie, si vous faites le total Assas, Blomet, macro, micro, vous voyez le nombre d'heures d'économie qu'on a. Donc c'est vraiment, on veut former des économistes, des gens qui sachent penser l'économie, qui sachent produire les modèles mathématiques qui vont permettre de mesurer l'économie. D'accord ? On n'est pas du tout, on va dire, dans une approche, je le dis sans critique, mais on n'est pas du tout dans une approche générale ou généraliste de l'économie. On est vraiment dans une approche qui se veut à un moment donné aussi très technique. Alors, objectif de la prépa des deux en termes de poursuite d'études. Alors, même chose, l'ENS.
comme pour les D1, sauf que ce n'est pas la même. Cette fois, c'est l'ENS Paris-Saclay. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient le nom de l'ENS Cachan. L'ENS Cachan a disparu et s'est coupé en deux, en fait. Une partie sur le plateau de Saclay, une partie à Rennes. L'ENS Paris-Saclay, département d'économie. Le département d'économie va regrouper des étudiants qui viennent, pour moitié, qui viennent de D2 et d'autres qui viennent de BL. Les BL, c'est ce département-là aussi qui le prépare. Que font les normaliens en D2? Deux grandes orientations. Alors, il y a ceux qui vont vers la recherche en économie. Et puis, ensuite, ça va être fonction publique et ça va être deux lieux essentiels, l'INSEE et la Banque de France. Voilà. La Banque de France, vous avez un nombre incroyable de D2. Ensuite, ça va être toutes les fonctions d'économistes, c'est-à-dire pas des gens de premier plan. Je vous disais tout à l'heure, on va apprendre à penser l'économie, à la mesurer, à la comprendre et ensuite à conseiller. Très souvent, on me pose la question de la différence entre ECG et D2. En fait, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on va en ECG, en école de commerce, on veut faire du management. On veut diriger, on veut monter des projets, diriger des équipes, conduire des entreprises. Là, ce n'est pas du tout ça. On est du côté, encore une fois, plutôt de fonctions de conseil. Une entreprise veut vendre un produit, une banque sort ou une assurance sort un nouveau produit. Il s'agit pour l'économiste de... certes, le produit est très bon, mais qu'est-ce qu'il va donner dans un environnement économique donné à un moment donné? Voilà. C'est là-dessus qu'il va intervenir l'économiste. Les ministères sont aussi friands de D2, c'est-à-dire qu'un projet de loi dans n'importe quel ministère, à un moment donné, passe aussi par une mesure de l'environnement. Qu'est-ce que ce projet de loi veut changer dans les comportements? À un moment donné, ces comportements, ils deviennent des algorithmes, et le projet de loi devient aussi un algorithme, et on essaie de mesurer les choses. Et c'est là que les D2 rentrent en jeu, les anciens D2. Alors, ENS, NSAI, il y a deux grandes écoles de statisticiens en France, NSAE et NSAI. Voilà. NSAE, c'est plus les BL, et NSAI, c'est plus les D2. Ensuite, on trouve quelques écoles de commerce, comme on les avait en D1. Encore une fois, c'est possible. L'an dernier, on a eu notre première promo de D2. Notre D1 existe depuis 10 ans. Et notre D2 existe depuis 3 ans maintenant. Et pour notre premier concours, donc, on a eu la chance d'avoir 3 admis à l'ENS Saclay, dont le major du concours. Je fais quand même un petit cocorico au passage. On en a eu 7 également à l'EDEC. On a eu 23 pour les D1, mais ce n'était pas les mêmes proportions. Et puis, évidemment, arrivent les magistères. Et là aussi, c'est vraiment notre vocation. Et nos D2 l'année dernière, s'ils ne sont pas trompés, en tous les cas les plus passionnés par l'économie, s'ils n'ont pas été pris à l'ENS, c'est là qu'on les retrouve aujourd'hui. Donc on va les retrouver. Alors, il y en a qui vont quand même aller du côté de la banque et de la finance, très bien, notamment le magistère d'Assas. Et puis on va en retrouver dans un magistère qui a à ses côtés, qui est le magistère, je le vois pas, magistère d'économie de Paris 1. Voilà. On va en trouver aussi un magistère qui est à ses côtés, c'est celui d'Aix-Marseille, en économie. Voilà. On avait une admise, tiens d'ailleurs en plus c'était une ancienne de Saint-Jean-de-Passy, mais je lui ai tordu le cou puisqu'elle était prise à Dauphine et elle a préféré aller à l'EDEC. Ah bon. Et puis ensuite on en a eu quand même un à Dauphine en L3 MIAGE, c'est de informatique et voilà, économie, enfin voilà. Voilà, et même principe, imaginons la situation catastrophique, on n'a rien de tout ça, ça ne marche pas. Dans le pire des cas, de toute façon, on a passé les partiels, on les a validés évidemment, ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé, alors pas en D2 mais en D1, que certains ne valident pas.
mais on continue en L3 à Assas. Comme on le disait tout à l'heure, parcours complètement sécurisé. Je veux dire, voilà, pour être en situation d'échec, il faut vraiment y mettre du sien. Voilà, j'ai été très rapide volontairement pour pouvoir répondre à vos questions. On peut continuer en L3 à Assas en éco-G. On peut continuer en L3. Alors, qu'est-ce que vous appelez éco-G? C'est-à-dire, c'est la filière Du coup, c'est en LSO, vous voulez dire? En licence de... Alors, ça sera plus dans des licences spécialisées. Ce ne sera pas vraiment en LSO, sciences des organisations. C'est des étudiants qui vont plutôt postuler dans les 2 magistères de Dauphine. Alors, le très très sélectif banque, finance, assurance. L'autre, on en a eu l'année dernière, mais finalement ils n'y sont pas allés, c'est le magistère sciences de gestion de Dauphine. Et pas vraiment LSO. Ce n'est pas quelque chose qui va les intéresser. Voilà. En théorie, ils peuvent, mais ce n'est pas quelque chose qui... parce qu'on retourne vers des questions de plus de management, si vous voulez. Voilà. Au bout de 2 ans, ils ont pris le goût vraiment pour le travail de l'économie. Voilà. Alors, vos questions. Par qui on commence? Par vous. Allez-y. C'est une question qui est plus spécifique à la CPG-ED1. Mis à part le fait qu'on ne prépare pas au concours, qu'est-ce qui la différencie avec, par exemple, un collège de droit, qui est du coup c'est-à-dire que vous excluez ce qui est essentiel. C'est-à-dire que la différencie du collège de droit, c'est justement de préparer le concours. D'accord, oui. Voilà. Et puis ensuite, j'ai envie de dire de pousser quand même le niveau encore plus loin. Voilà. Le collège de droit, c'est très bien, mais ça peut n'être qu'un temps, puisque vous savez qu'à Assas, c'est remis en question tous les semestres. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir atteint telle moyenne pour perdurer dans le collège de droit. Voilà, mais enfin l'idée c'est un renforcement du parcours universitaire. Voilà. Pour nous, l'enjeu majeur c'est le concours. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même si on n'a pas réussi le concours, on a pris l'habitude de travailler un concours, ce qui est important dans le monde du droit, parce qu'en M1, je n'ai pas de statistiques là précises, mais très très nombreux sont les étudiants à présenter des concours, divers et variés. D'accord. J'ai pas très bien compris. Après, quand on fait un magistère, Oui. je pense plutôt après la V1. Pour les magistères, j'ai pas très bien compris les débouchés. Alors, un magistère, c'est une filière en 3 ans qui va vous spécialiser et vous amener vraiment à un niveau très très pointu. C'est-à-dire, plutôt que de vous spécialiser en M1 et M2, on va vous spécialiser en L3, M1, M2. Voilà. Donc le but, c'est d'être encore parmi les meilleurs, encore au-dessus par rapport à ceux qui vont sortir d'un M2. Alors on a aussi de nombreux cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent en magistère et puis qui finalement se disent au bout de 2 ans, je ne vais pas aller jusqu'au bout du magistère parce que vraiment ce qui me passionne, c'est telle autre spécialité du droit. Vous voyez, plus on avance dans le monde du droit, plus on découvre de nouveaux continents. On pensait qu'il y avait droit public, droit privé, déjà c'était pas mal, mais non, plus on va avancer, ça va se subdiviser et on va découvrir de nouveaux horizons dont on va se dire, tiens, ben ça c'est passionnant et je n'en connaissais pas l'existence il y a 1 an. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas non plus un parcours fermé. Certains en ressortent pour aller vers un autre master parce qu'ils se sont passionnés par ce domaine juridique en particulier. Voilà. Donc, normalement, on y est pour 3 ans. On sort avec un diplôme de magistérien. Alors, pour vous donner un exemple, la majorité, c'est du droit des affaires. Ce qu'on appellerait du droit, soit du droit commercial, soit du droit des sociétés, donc on est dans le monde plutôt de l'entreprise. Hein.
Ce sont des avocats qui vont essentiellement ensuite être conseils juridiques pour les entreprises, pour les problématiques des entreprises. Maintenant, vous avez des magistères qui sont spécialisés dans d'autres domaines. Vous en avez un qui marche très très bien à Poitiers, c'est le droit du numérique. Vous imaginez aujourd'hui, c'est la même chose, c'est un continent immense. Vous avez à Nancy, droit européen. Voilà. Je vois deux de nos anciennes qui étaient dans ce magistère-là, qui sont rentrées au Collège d'Europe ensuite. Le Collège d'Europe, c'est grosso modo l'ENA au niveau européen. Ils forment les hauts fonctionnaires européens. Vous avez un magistère de droit franco-britannique à Rennes. Voilà, vous allez ensuite avoir des spécialisations possibles. Vous avez un alors, qui touche aussi à Aix, au droit du sport, par exemple. Voilà. Et donc, même chose pour la D2, hein, vous avez, vous voyez, des magistères qui vont être plutôt du côté de la finance ou d'autres plutôt du côté de l'économie pure. Le top du top, quand on est en D2, le magistère auquel on rêve, c'est là qu'il faut vous apprendre à... Vous êtes tous, j'imagine, focus Dauphine. Ben non. C'est le magistère d'économie de Toulouse. Voilà. C'est de ce magistère-là, c'est là qu'enseigne notre prix Nobel d'économie. Et c'est de ce magistère-là que sortent les très grands économistes français, en fait. Voilà. Autre question. Est-ce que j'ai répondu? C'est voilà, un peu technique, cette question des magistères. Oui? Quelles sont les options qui vous semblent les plus pertinentes en terminale pour intégrer à terme la D1? Alors, tout. Le principal, c'est d'avoir un bon dossier. Moi, je considère, si vous voulez, qu'on est sur une filière qui n'est pas connue. Fin de seconde, il y a peu de probabilité qu'on ait déjà le projet de rentrer en D1 ou en D2. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour la D1, de toute façon, du droit, on n'en aura pas fait. Même l'économie, ce n'est pas une obligation, dans la mesure où on reprend tout à zéro, en fait. Donc, l'essentiel, c'est la combativité, c'est d'être allé jusqu'au bout de son projet. Oui, je veux aller en D1, j'ai pris une spé physique, mais je vais quand même au bout de l'aspect physique. Bien sûr, tous ceux qui voudront faire une MPSI seront devant, ça c'est logique. Mais au moins on a tenu l'objectif, quoi. Parce qu'on va découvrir ensuite en droit des domaines, la plupart passionneront, mais il se peut qu'il y en ait qui ne passionnent pas. Est-ce qu'on aura déjà acquis cette ténacité à travailler, y compris dans des domaines qui ne sont pas sa tasse de thé quotidienne, quoi. Donc voilà, le niveau général, en fait. Voilà. Je réponds à la question pour la D2 également. Là, pour le coup, les spé sont vraiment imposés, c'est maths et économie. Voilà. Là, on ne pourrait pas faire autrement. On peut à la rigueur négocier sur l'économie, mais pas sur les maths, hein, c'est vraiment l'aspect maths qui est imposé. Sinon, on part vraiment avec un énorme, très gros retard. Excusez-moi, c'est sur concours ou sur Parcoursup où il y a un entretien? Alors, non. Donc, nos deux filières sont hors contrat, donc hors Parcoursup. Hein. Et donc, vous trouvez sur notre site toutes les infos qui sont exactement, pour ne pas embrouiller les candidats, c'est les mêmes dates, c'est les mêmes documents. Voilà. On ne demande rien d'exceptionnel puisque notre vocation, c'est un jour de rejoindre Parcoursup, le jour où on comprendra d'ailleurs pourquoi on ne veut pas qu'on y soit. Parce qu'on est complètement atypique en fait. C'est-à-dire qu'une prépa de l'enseignement catho qui est en convention avec une université publique, on est complètement hors radar et je crois qu'ils ont peur de créer un précédent et de ensuite avoir à argumenter. Mais vous êtes les seuls en France à proposer cette formation? Dans le public, non, il y en a... Les seuls dans l'enseignement catho, oui. D'accord. Mais alors, il y en a une D1, il y en a une autre à Lille et une autre à Nice. En D2, on est les seuls. Et sur toute la France, ça représente une vingtaine de prépas au total. Toutes les autres sont dans le public. Oui, donc
Ouais. Du coup, celle qui est à Blonay. Bessières, L'autre, Turgot Bessières. et Turgot. Voilà, c'est ça. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui différencie de ces trois-là à Paris, qu'est-ce qui fait de Blonay, à part sur le fait que l'enseignement catholique est aussi mis en avant dans notre formation. Ouais. Qu'est-ce que... Alors, mis à part, mais c'est important quand même. Oui, voilà, c'est ça. Écoutez, tout simplement parce qu'on est les premiers à l'ENS, déjà. Ensuite, ensuite, la convention avec Assas, voilà, notamment pour le droit. Pour les COG, Assas n'a pas la même réputation qu'en droit, mais enfin, c'est quand même une très bonne fac. Voilà. Donc, ensuite, au niveau du contenu, je dirais on est sur le même type de différence que le sont différentes ECG ou différentes prépas scientifiques. Voilà. Ensuite, peut-être, ce que je mettrai en avant, c'est notre cadre de travail, hein, dans lequel, je vais dire la même chose que ce qu'on dit dans toutes les prépas de l'enseignement catho, c'est-à-dire vraiment valoriser un esprit d'équipe, une ambiance de travail qui soit porteuse. Et je dirais c'est particulièrement important D1, D2. Et je le soulignerai encore davantage que je fais pour notre prépa littéraire. Pourtant, je le dis pour la prépa littéraire. C'est que là, vous avez compris que nos étudiants, finalement, en prépa, ils ont moins d'heures de cours. Au total, ils ont autant de travail que nos littéraires ou des ECG. Mais ils ne sont en classe, finalement, que la moitié du temps. Enfin, une grosse moitié, quand même. Mais, donc, vous voyez, c'est important qu'il y ait une émulation collective et que cette émulation collective, elle demeure quand ils sont ensemble à Assas. Et ça fait une grosse différence. C'est ce qui fait aussi qu'ils sont ensuite dans la tête des résultats à Assas aussi. C'est parce qu'il reste un bloc. Vous voyez, là où en TD, quand ils arrivent en TD mi-octobre, ça fait déjà 1 mois et demi qu'ils travaillent ensemble. Alors que les autres étudiants, dans d'autres groupes de TD, commencent à faire connaissance. Vous voyez. Donc cette émulation, cette dynamique collective, elle est vraiment très importante. Ensuite, si vous m'interrogez sur la différence avec Turgot et Bessières, Turgot a perdu sa convention avec Paris 1, pas oublier ça. Donc ils font 100% des cours de L1 et 100% des cours de L2. Et l'autre gros avantage qu'on a, c'est d'être à côté d'Assas. Si Assas perdait sa réputation, on resterait quand même en convention avec eux pour la proximité géographique. Parce que si vous voulez, beaucoup de prépas D1, D2 disent c'est 3 jours de prépa, 2 jours d'université. Et moi, je n'ai jamais raisonné comme ça. C'est-à-dire que quel qu'ait été l'emploi du temps de la journée, tous les soirs, vous êtes là, à bosser ensemble. Voilà. Donc la prépa est la référence. On va en cours à l'université. Voilà. Parce qu'il y a à peine une demi-heure entre l'un et l'autre. Voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel. Moi, je ne saurais pas faire de bons étudiants de prépa en 3 jours par semaine. Oui. Est-ce que les écoles demandent une expérience de stage particulière? C'est un concours, donc non, on vous demande de réussir vos épreuves. Et lorsqu'on est par exemple à une école d'économie, est-ce que pendant par exemple 1 an, ils nous demandent d'aller à l'étranger? Ensuite, une fois que vous avez intégré. D'accord, pardon. Oui, c'est quasi systématique aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la table ronde. Voilà, on est sur des niveaux d'études là qui maintenant intègrent quasi systématiquement, à minima, une année à l'étranger. Hein. Que ce soit dans le cursus universitaire via un Erasmus, voilà, dernier exemple en date, un de nos anciens, alors il était à Rennes, lui, à l'ENS, est parti faire son LLM, si vous voulez, c'est avocat au niveau international à Harvard. Voilà, il a intégré directement à Harvard. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder, je vous le montre parce que c'est un petit peu caché. Vous allez ici,
dans présentation, après la Cagne et la DE, ou la DE, quel parcours? Alors là, bon, vous avez les admissions une par une, mais vous avez ici, vous voyez, 2 fichiers PDF. Alors un pour la Cagne, un pour la DE. Je ne l'ai pas encore fait pour la D2, puisque vous avez compris que c'était notre toute première promo. Et là, alors c'est une enquête qui a 2 ans maintenant, mais enfin, l'idée des parcours reste intéressante, hein, où j'ai retracé, donc c'est la promo 2018, j'ai fait l'enquête en 2023, c'est-à-dire au moment où cette promo finalement arrivait au seuil du marché du travail, pour avoir une vision complète de leur cursus. Donc voilà, ça vous permet de voir ce qu'ont fait les uns et les autres. Vous voyez, Clara, là, par exemple, elle était à l'ENS, mais maintenant elle est doctorante à Assas. Lui, ensuite, il a intégré l'EM Lyon. Lui, justement, le magistère droit des nouvelles technologies à Poitiers, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle, après la L3, elle a intégré l'ESSEC. Alors lui, c'est objectif haute fonction publique. Elle a fait un parcours absolument incroyable grâce à un stage chez Total sur les questions de corruption. Elle a fait aussi son master à Dauphine. Lui, c'est un haut fonctionnaire maintenant. Elle, c'est une avocate, encore une avocate, elle qui est passée par Dauphine. Encore une avocate, voilà, bon, je peux passer tous les cas de figure. Alors elle, une normalienne, mais qui s'est spécialisée ensuite à Aix-Marseille en droit du sport. Voilà, je peux passer. Elle est magistrate. Elle est, voilà. Voilà, ça vous donnera, c'est pas à jour, puisque depuis l'année dernière, elle a eu l'école de la magistrature. Voilà, prenez le temps de regarder, ça vous donnera très concrètement, hein, et ça vous montrera qu'on n'est pas du tout sur un parcours figé. Vous voyez, dans ce que j'ai listé, hein, chacun a vraiment cherché après l'AD1 à construire son parcours. Même ceux qui ont intégré les filières les plus balisées, finalement. Et c'est un peu ce que donne aussi l'AD1, c'est qu'ensuite on a envie de trouver le meilleur à chaque fois. Sur les 300 élèves, combien sont en DE? Ça représente 90, presque 100. Ouais. Sur 2 ans. Oui, sur les 2 ans, oui. Ouais. Et les deux? Et des deux, alors on est à taille beaucoup plus restreinte, puisqu'on est dans nos premières années, on est sur 50, un peu plus de 50. Et le reste, c'est des hippocagneux et des cagneux. Qui font aussi bien. Je le dis au passage, parce que souvent on doute des... L'année dernière, on a été moins bon en D1 côté ENA, enfin INSP maintenant. Ben, si, c'est un cagneux qui a eu l'INSP. Sur 3 admis l'année dernière à l'ENM, il y avait une cagneuse et 2 D1. L'année d'avant, il n'y avait qu'une cagneuse. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que le droit est aussi ouvert au littéraire. Plutôt le droit public, c'est vrai. Oui. Par exemple, je ne sais pas si c'est une question un peu... Elles sont toutes très bien, les questions. Par exemple, en D1, c'est formé par classe. Dans les 100 élèves, c'est par des cours de... Ah oui, c'est une classe, oui. Ah oui, c'est une classe. La dynamique classe, on y tient, c'est très important. C'est une classe chez nous. À Assas, en cours magistral, ils sont dans l'amphi, avec tout le monde. En TD, ils ont un TD à part. Enfin, pour le coup, ils ont 2 TD, puisque c'est un TD, c'est 30 maxi. Et chez vous, c'est une seule classe de 90 élèves? Ah non, on faisait, monsieur tout à l'heure demandait la totalité première et deuxième année. Ah, pardon. Donc c'est plutôt une classe de première année qui est 50, et une classe de deuxième année qui a 45. On a toujours quelques-uns qui nous quittent pour X raisons entre la première et la deuxième année. Oui. Là, c'est plutôt une question sur la charge de travail. Oui. Moi, je suis terminable à l'ENC Blomet.
Et on a une seule classe en spécialité AGGSP. Et notre professeur retire généralement minimum 6 heures de travail personnel à faire chez soi, puisqu'on a 6 heures de travail à l'école. Donc j'aimerais savoir par rapport à ça dans la filière D1. Est-ce que, du coup là c'est pas très proportionnel puisque là on parle qu'une seule spécialité alors que dans le D1 c'est vraiment plusieurs matières en rapport avec le droit. Est-ce que la charge de travail peut augmenter significativement puisque les cours seront peut-être sûrement plus pointus etc. C'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est un travail qui n'est plus de même nature, si vous voulez, qui va vraiment se réorganiser. Il y a vraiment une mue qui se fait en général là maintenant au mois de novembre, décembre, c'est-à-dire que les méthodes du lycée ne marchent plus. Voilà. Donc c'est pas qu'il faille travailler plus, c'est qu'il faut vraiment travailler autrement. D'accord ? L'étudiant de prépa, comme n'importe quel étudiant, il doit être au lit à 23 heures. Il doit y arriver. Voilà. Il ne faut surtout pas démarrer en se disant bon allez je négocie minuit, bon allez je négocie minuit et demi, bon, allez je négocie 1h du matin. Voilà, parce que là, on n'y arrivera pas. Donc, il faut se donner une discipline de travail, un cadre de travail presque minuté, et être vraiment à l'écoute des exigences. C'est ça la première qualité d'un étudiant de prépa. Bien avant d'additionner des heures de travail. Ensuite, travailler du droit, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, voilà. Et même travailler de l'économie, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, on disait tout à l'heure, confiance. Voilà, confiance et écoute des professeurs. Auparavant, les professeurs de prépa, on ne les appelait pas professeurs. Moi, j'aime bien cette dénomination, on les appelait préparateurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour ça, c'est-à-dire vous connaître progressivement, à force de vous corriger ou de vous voir passer en colle, et de se dire, voilà, lui, comment je l'adapte aux exigences du concours, comment je le prépare. Hein. Alors, il y a évidemment des professeurs qui transmettent un savoir, bon. Mais en même temps, il y a cet aspect un peu coaching, si vous voulez, vraiment, surtout en deuxième année. Et voilà, dans votre copie, là, pour que le correcteur vous lise, il faut vraiment que vous fassiez ça. Il faut vraiment que vous fassiez comme ça. Donc, ils nous apprennent les méthodes de travail. Ah ben complètement, puisque les méthodes attendues à l'ENS ne sont pas du tout celles du bac. D'accord, merci. Je vois qu'il y a 60% qui poursuivent en L3 ASAS à l'issue du D1. Ça, c'était les statistiques de l'an dernier. Enfin, cette année, on en a eu plus. C'était plutôt 25% cette année. Ouais. Ça varie beaucoup d'une fois. Voilà. Selon l'engouement pour les decks, en fait, qui est un peu irrationnel parfois. Globalement, sur la dernière promo, typiquement à l'ENS, vous en avez en pourcentage 4, je n'ai pas les pourcentages en tête, on vient de corriger le site, donc si vous l'ouvrez, je pense, demain ou après-demain, notre webmaster aura mis les chiffres à jour. L'an dernier, pour les D1, c'était 4 ENS, c'était 23 EDEC, c'était 2 magistères, les 2 qui ont postulé, on l'ont eu. Et voilà, et on avait une classe de 44. Donc faites la soustraction, je ne sais plus à combien on en est. Merci. Voilà, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous n'hésitez pas vraiment. Enfin, il faut venir à nos journées portes ouvertes. Hein. Voilà. Je fais toujours en sorte qu'aux journées portes ouvertes, il y ait beaucoup d'étudiants présents et d'anciens étudiants. Parce que c'est là que vous vous projetez concrètement plus encore que face à des tableaux et des statistiques, quoi. C'est juste pour les journées portes ouvertes, c'est sous forme de cours et juste on assiste au cours et... Non, il y a 3 formules dans la journée. On fait une présentation générale avec les anciens étudiants. Deuxième chose, il y a des rencontres individuelles, on va dire informelles. Et on propose aussi des cours dans la journée, pour que vous sentiez un peu, évidemment, des cours faciles, hein, mais il y a pour les D1, c'est un cours de droit, il y a un cours d'éco, et je ne sais plus lequel est le troisième. Voilà, de façon à ce qu'il y ait vous puissiez commencer à voir comment, voilà, quels sont les sujets traités. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Il faut s'inscrire pour les portes ouvertes. Oui, il faut s'inscrire.
Oui, parce qu'on a des locaux qui sont taille réduite. Oui. Est-ce que vous organisez aussi par hasard des journées d'immersion en plus des journées portes ouvertes ou non? Oui, on va voir comment on s'organise cette année. Ouais. D'accord. Mais notamment, oui, il suffira de vous à Blomet, pas de problème. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.